Mardi 16 septembre 2025, nouveau jour, nouvelle traversée dans l'actualité panafricaine et internationale sur Iroko Média Télévision. Bonsoir et bienvenue à tous et merci de rester nous suivre jusqu'à la fin. Des nouvelles de la République démocratique du Congo ouvrent le rideau sur le contenu de cette session d'information. Les groupes rebelles AFC et M23 renforcent leur rang malgré les négociations à Doha. Dans l'est de la RDC, le mouvement rebelle AFC M23 a présenté le 14 septembre un contingent de plus de 7000 combattants lors d'une cérémonie à Rumagabo, dans le Rutshuru au nord de Goma. Malgré les pourparlers récents à Doha, le coordonnateur Corneille Nangaa a prononcé un discours belliqueux encourageant ses troupes à poursuivre la libération du pays jusqu'à Kinshasa et promettant l'arrivée prochaine de 12 000 autres combattants en formation. Selon les propos des dirigeants de ces deux groupes rebelles, la majorité de ces hommes sont d'anciens membres des FARDC ayant rejoint le mouvement après les prises de Goma et Bukavu, mais le contingent inclut aussi des anciens Wazalendo et de nouvelles recrues. La vidéo de la cérémonie, largement partagée sur les réseaux sociaux, illustre une démonstration de force dans un contexte de négociations timides sur les prisonniers. Parallèlement, des sources rapportent un renforcement militaire d'Ouvira impliquant à la fois les FARDC et des troupes en provenance du Burundi. Ce qui est confirmé par le gouvernement qui a mentionné avoir maintenu des délégations à Ouvira pour apaiser les tensions communautaires. À Ouvira, dans le sud Kivu, la tension reste surveillée après la controverse autour d'un officier de l'armée congolaise perçu comme proche du groupe armé AFC M23 en raison de ses liens communautaires. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a été dépêchée sur place le 11 septembre dernier pour calmer la situation. Si l'autorité ministérielle est retournée à Kinshasa, plusieurs membres de sa délégation sont restés pour poursuivre les consultations avec les milices Wazalendo, la société civile, les confessions religieuses et les représentants de la communauté Banyamulenge. Bien que certains responsables locaux, dont un député provincial, minimisent les tensions en les limitant à la contestation de seuls officiers, des incidents récents montrent une pression croissante sur cette communauté avec des maisons encerclées et un accès restreint à des services publics comme l'eau. Les représentants Banyamulenge reçus par la délégation ce week-end espèrent désormais des actions concrètes du gouvernement pour garantir leur sécurité et leurs droits. Toujours dans l'actualité africaine, en République tchadienne, l'Assemblée adopte une révision constitutionnelle qui étend le mandat présidentiel. Les députés tchadiens ont approuvé massivement le rapport de révision de la Constitution lors d'une séance de l'Assemblée nationale tenue hier 15 septembre 2025. Présenté comme une réforme technique, le texte modifie en réalité en profondeur le mandat présidentiel. Il passe de 5 ans renouvelables une fois à 7 ans renouvelables sans limite. Le vote a été largement soutenu par le parti au pouvoir, le MPS, et ses alliés, soit 171 sur 188 députés, tandis que l'opposition a soit quitté la salle, soit choisi de ne pas participer. Certains députés dénoncent une caporalisation de l'État par le régime et demandent la fin du pouvoir de Mahamat Idriss Déby. D'autres changements notables incluent la fin de l'incompatibilité avec une fonction
dans un parti, le financement public des campagnes électorales, la possibilité de nommer un vice-premier ministre ainsi que l'allongement du mandat des députés à 6 ans. Le test doit être discuté en congrès à partir du 17 septembre avec adoption prévue le 13 octobre. Et dans l'actualité française, Sébastien Lecornu en quête de compromis avec la gauche sur la question de la taxe Zuckman. Ce dernier poursuit ses consultations avec les partenaires sociaux et les partis politiques, dont le PS, pour trouver un compromis sur le budget, alors que la taxe Zuckman sur les ultra-riches reste un point de friction majeur entre gauche et droite. Proposée par la gauche, cette taxe prévoit un impôt de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, mais Sébastien Lecornu a exclu d'y inclure le patrimoine professionnel par crainte de réactions hostiles du côté des entreprises et de la droite. Si l'alignement des positions reste délicat, certains au sein de la majorité présidentielle envisagent des négociations sur le seuil et le taux de la taxe. François Hollande, rappelant qu'elle n'est pas un fétiche, Lecornu s'engage à trouver une solution pragmatique et sans idéologie. Cette édition se poursuit avec les nouvelles du Pentagone. Aux États-Unis, l'assassinat de l'influenceur ultra-conservateur Charlie Kirk entraîne un renforcement de la sécurité des responsables politiques et des magistrats. Son meurtrier présumé, Tyler Robinson, a comparu pour la première fois devant un juge de l'Utah ce 16 septembre. Il est poursuivi pour meurtre aggravé, usage illégal d'armes à feu et entrave à la justice. Le mobile de son acte reste encore inconnu. Face à cet événement, la Maison-Blanche a demandé au Congrès de débloquer en urgence plus de 50 millions de dollars afin d'assurer la protection du personnel politique. Certains élus comme Alexandria Ocasio-Cortez ont annulé des déplacements par crainte de représailles, tandis que d'autres réduisent leurs apparitions publiques ou renforcent leur sécurité, parfois jusqu'à porter une arme. Le chef républicain de la Chambre, Mike Johnson, a tenté de calmer les inquiétudes en affirmant que toutes les options étaient étudiées pour garantir la protection des élus à domicile comme en déplacement. Le Congrès doit par ailleurs prolonger la prime spéciale de 20 000 $ accordée depuis juillet à chaque élu pour sécuriser leur résidence. Cap à présent sur le Moyen-Orient. Ce mardi 16 septembre 2025 marque un tournant majeur dans le conflit israélo-palestinien. L'armée israélienne a lancé son offensive terrestre sur la ville de Gaza. Des bombardements massifs ont secoué l'enclave pendant la nuit, faisant des dizaines de morts. Les troupes israéliennes avancent désormais vers le centre de la ville, tandis que les États-Unis réaffirment leur soutien à Tel Aviv. Selon un responsable militaire, entre 2000 et 3000 combattants du mouvement islamiste y seraient retranchés. Des témoins sur place décrivent des frappes aériennes intenses, des hélicoptères de combat et des chars déployés dans les rues, causant la destruction d'immeubles entiers et de nombreuses victimes civiles. La défense civile de Gaza évoque un massacre majeur avec au moins 27 morts recensés mardi après un précédent bilan de 49 décès la veille. L'offensive survient peu après la visite à Jérusalem du secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui a réaffirmé le soutien indéfectible des États-Unis à l'Israël, tout en jugeant improbable
une issue diplomatique avec le Hamas. Il a averti que le mouvement palestinien ne disposait que de quelques jours, peut-être quelques semaines, pour accepter un accord. De leur côté, des familles d'otages israéliens détenus à Gaza ont exprimé leur inquiétude, craignant pour la vie de leurs proches alors que l'armée poursuit son avancée. Le ministre israélien de la Défense a assuré que l'opération continuerait jusqu'à la libération des otages et la défaite du Hamas. Pendant ce temps, le torchon brûle entre l'Espagne et l'État d'Israël. Des discordes qui ont survenu après des manifestations pro-palestiniennes sur la Vuelta. Les relations entre l'Espagne et l'Israël se sont fortement tendues après l'interruption de la Vuelta par des manifestations pro-palestiniennes à Madrid. Le gouvernement espagnol, dirigé par Pedro Sánchez, a exprimé sa solidarité avec la société civile mobilisée contre la situation à Gaza et a annulé un contrat de près de 700 millions d'euros portant sur l'achat de lance-roquettes israéliens. L'Espagne, premier pays européen à reconnaître l'État de Palestine en mai 2024, a également rejoint l'Afrique du Sud dans une procédure contre Israël devant la Cour internationale de justice pour génocide à Gaza. Pedro Sánchez a ajouté que les sportifs israéliens ne devaient pas participer aux compétitions internationales tant que la situation à Gaza persiste, évoquant même un possible boycott de l'Eurovision. Cette position s'inscrit dans une longue tradition espagnole de soutien à la cause palestinienne qui remonte aux négociations de Madrid en 1991 et à la reconnaissance récente de l'État palestinien. L'Espagne maintient ainsi sa ligne historique de rejet de l'occupation israélienne et de soutien à l'autodétermination palestinienne malgré l'établissement de relations diplomatiques avec l'Israël en 1986. C'est la fin de cette randonnée informative. Merci pour votre attention. Au revoir.